Nous regardons des pierres qui n'auraient pas dû être déplacées. Pourtant, ils l'ont été. Le record des constructeurs anciens se dresse toujours. Des blocs massifs de pierre, coupés, façonnés, levés et mis en place. Chacun plus lourd que les avions. Même les baleines sont utilisées comme mesure. Parce que les nombres seuls échouent, nos machines ont aujourd'hui du mal avec cette échelle. Les grues se penchent. Moteur de Sion, la logistique échoue. Et pourtant, il y a des siècles, les gens ont géré. Ils ont laissé des monuments de pierre. Monolithes trop grands pour ignorer, trop lourds à rejeter. Le poids n'est pas le seul mystère. Le placement est l'autre. Pourquoi ici? Pourquoi cette taille? Pourquoi un tel effort? Aucune réponse claire n'existe. Les théories sont nombreuses. Les faits sont moins nombreux. Certains disent que c'était la religion. Certains disent que c'était rituel. D'autres pointent vers l'astronomie. Un calendrier dans la pierre. Un message au ciel. Mais ce sont des interprétations, pas des instructions. Les constructeurs n'ont laissé aucun manuel, aucun enregistrement clair des méthodes. Nous ne pouvons que deviner. Nous mesurons les angles. Nous calculons les poids. Nous dessinons des diagrammes. L'écart reste toujours. Un écart entre la capacité et l'épreuve. Que pourrait-il faire? Quels outils ont-ils détenus? Les marques de carrière sont réelles. Les chemins de transport ne sont pas clairs. Journaux de roulement, sledges sur du sable, rampes de terre. Explications simples, mais pas toujours convaincants. Le poids écrase de telles idées. Les questions reviennent donc. Savaient-ils quelque chose que nous avons perdu? Ou ont-ils utilisé la force que nous sous-estimons? S'ils étaient seulement des ouvriers, ou plus que cela, l'organisation a-t-elle remplacé les machines? Des milliers de mains ont-elles remplacé les grues? Ou y avait-il un autre facteur? Une méthode cachée, un métier oublié, une compétence effacée par le temps. Le débat se poursuit. Discutent des historiens, testent des archéologues, modèles d'ingénieurs. Aucune réponse unique ne gagne. Les contradictions apparaissent. Les preuves sont inégales. Les interprétations s'affrontent. Et les pierres restent, ils sont silencieux, incessants par le temps, mais déplacer nos questions. Chaque culture en a. Japon, Rome, Bolivie, France, Égypte. Différents endroits, différentes époques. La même énigme. Des pierres géantes qui n'auraient pas dû être déplacées. Pourtant, ils l'ont été. Et la question demeure. S'ils étaient seulement des ouvriers, ou quelque chose de plus. Dans un village japonais calme, un navire en pierre repose sur une colline. Son nom est Mazua Nuafune. Le sens est simple. Il se traduit par le navire en pierre de Mazua. La forme confirme le nom. Cela ressemble à un navire. Mais ce n'est pas en mer. Il est fixé dans la pierre. Le bloc est massif. 11 mètres de long. Près de 5 mètres de haut. Pèse environ 800 tonnes. Sculpté du granit. Lissé sur le dessus. 2 grands trous coupés à sa surface. Personne n'est d'accord sur leur utilisation. Aucun enregistrement ne survit. Aucun constructeur n'est connu. La date est incertaine. La fonction est inconnue. Pourtant, la pierre est toujours là. Les traditions locales suggèrent un sens. Certains disent que c'était un sanctuaire, lié au temple bouddhiste à proximité, un symbole sacré, un lieu de culte. D'autres l'attachent au lac perdu Mazua. Ils affirment que le navire rappelle l'eau. Un navire pour la mémoire. Mais le lac n'existe plus. Cette théorie s'estompe avec le temps. Un autre groupe l'appelle un tombeau. Un site d'inhumation royale. Peut-être jamais fini. Un projet abandonné. Un monument laissé à moitié complet. Les astronomes voient autre chose. Ils mesurent l'angle. Ils notent l'alignement. La pente correspond au chemin lunaire. La pierre peut avoir marqué un calendrier. Un appareil pour suivre le ciel, un outil de synchronisation rituelle, un guide silencieux pour les saisons, pas seulement un rocher, un record dans la pierre. Les experts ne sont pas d'accord. Un côté insiste sur le sens rituel, un autre côté insiste sur l'utilité. Certains disent que c'était un sanctuaire, d'autres disent un outil. La scission reste, le débat se répète, les preuves sont trop minces, les théories se multiplient. Pourtant la question est nette. Pourquoi sculpter un navire de pierre? Pourquoi le rendre si grand? Pourquoi ne lui donner aucun voyage? Un navire qui ne peut pas naviguer. Une conception sans mouvement.
Un mystère sans fermeture. Le navire repose immobile. Il attend sur la colline. Silencieux mais lourd. Visible mais inexpliqué. En fin de compte, le puzzle demeure. Pourquoi sculpter un navire de pierre sans voyage? À Baalbek, l'ambition a atteint une échelle mesurée dans les baleines. Voici la pierre de la femme enceinte, sculptée par les Romains, coupée de la carrière, mais jamais bougée. Sa taille est extrême, 20 mètres de long, 5 mètres de large, 4 mètres de haut, poids près de 1000 tonnes. Et pourtant ce n'est pas le plus grand. À proximité il y a deux autres blocs, un à 1240 tonnes, l'autre à 1650 tonnes. Ensemble ils égalent le poids de 11 baleines bleues. Les chiffres dérangent même les experts. Comment déplacer de telles masses? Les cordes et les rouleaux semblent faibles. Les traîneaux en bois se brisent. Le sable s'effondre. Chaque méthode imaginée est trop petite. Et toujours les pierres demeurent. Demi-coupe. À moitié abandonnée. Un rêve en calcaire. Les historiens se divisent, certains soutiennent que les pierres n'ont jamais été censées bouger. Symbole d'échelle. Preuve de pouvoir. Un projet exagéré puis abandonné. D'autres soutiennent que le transport était prévu. La cible était le temple de Jupiter. Un vaste et roman monument à proximité. Maison de la Triliton. 3 blocs de 800 tonnes chacun. Et ces blocs sont en place. Réglés haut sur le podium. Preuve que les Romains avaient des méthodes. Preuve qu'ils pourraient réussir. Voici la contradiction. S'ils pouvaient placer le Triliton, pourquoi laisser des blocs plus lourds dans la carrière? Si le plan était impossible, pourquoi commencer la coupe? Si l'objectif a été abandonné, pourquoi couper si précisément? Les questions restent sans réponse. Ingénieurs testent des idées. Quelques traîneaux modèles sur de l'argile humide. D'autres imaginent de vastes équipes avec des leviers. Toutes les théories sont confrontées au même problème. Poids submerge la force. Le sol lui-même résiste. Aucune solution ne semble définitive. Le débat se poursuit. Les pierres sont silencieuses, inachevées, inutilisées, leur bord encore tranchant, leur poids est toujours écrasant. Un signe d'ambition et un signe de limite. Ainsi le puzzle s'affiche. Si les Romains ont échoué, pourquoi tenter un tel poids du tout? Pourtant à proximité 3 géants se tiennent en place, comme s'ils se moquaient de l'impossible. C'est le temple de Jupiter, une vaste structure romaine. Sa base est connue sous le nom de Triliton. Il est composé de 3 pierres. Chacun pèse 800 tonnes. Chacun a coupé, déplacé et mis en place. La vue est une preuve directe. Les Romains ont bougé d'énormes pierres. Ils ne rêvaient pas seulement. Ils ont atteint. Le contraste est tranchant. Dans la carrière se trouvent des blocs plus lourds que tous. Insensibles. Abandonnés. Et pourtant ici le Triliton est ferme. Parfaitement aligné. Étroitement rejoint. Les pierres ne changent pas. Ils ne se fissurent pas. Ils ne se fissurent pas. Ils restent là où les Romains les ont quittés. Preuve de compétence. Preuve de travail. Preuve d'intention. Mais la contradiction demeure. S'ils pouvaient déplacer 800 tonnes, pourquoi laisser des pierres plus lourdes derrière? S'ils pouvaient mettre en place 3 géants, pourquoi abandonner 2 plus grands à proximité? L'histoire semble divisée. Succès et échec dans la même ville. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur la façon dont cela a été fait. Certains imaginent des traîneaux traînés par des milliers. Certains imaginent des rampes de terre construites haut. D'autres soutiennent que des leviers levés ci-dessous. Outils simples utilisés avec l'échelle. Mais les doutes apparaissent. Le poids remet en question chaque modèle. Breaks de bois. Les chemins de pierre s'effondrent. Le sol résiste. Donc plus de théories émergentes. Certains l'appellent la technologie perdue. D'autres appellent cela une simple persistance. Un côté dit de brillance. Un côté dit la force brute. Aucune méthode ne convainc tout. Chaque test laisse des lacunes. Les arguments se répètent. Les pierres restent silencieuses. Et donc le Triliton soulève la même question. Baalbek était un projet fini. Ou n'était-ce jamais complet? Le temple était-il un triomphe? Ou était-ce un rêve qui s'est terminé trop tôt? A fait le maître de la pierre des Romains? Où ont-ils atteint leurs limites? Aucune réponse finale ne comprend. Seules les pierres se tiennent. Les 3 blocs restent. Mettre en place. Insummétrés par des siècles. Visibles pour tous. Se moquant de la carrière à proximité. Se moquer des doutes d'aujourd'hui.
Le puzzle demeure. Était Baalbek un rêve inachevé, ou une technique perdue interrompue? Aïe en Bolivie. Une porte brisée pointe vers le ciel. On l'appelle la porte du soleil. Il se trouve à Tiwanaku, un site de ruines anciennes. Un endroit autrefois au cœur du monde pré-inca. La porte n'est pas grande en poids. 10 tonnes seulement. 3 mètres de haut. 4 mètres de large. Mais le puzzle n'est pas de taille. Le puzzle est le détail. La pierre est sculptée de précision. Les bords sont droits. Les surfaces sont lisses. La coupe semble exacte. Inhabituelle pour son âge. Les chiffres couvrent la surface. Être zaï. Visage avec coiffure. Symboles se répétant en rangée. La conception suggère un sens. Certains disent que cela montre un calendrier. D'autres voient des dieux et des rituels. La figure centrale semble puissante. Les yeux ronds. Les mains tiennent des objets. Le rôle n'est pas clair. Les interprétations diffèrent. Les archéologues traditionnels tiennent le rituel. Ils soutiennent que c'était religieux. Une porte cérémonielle. Un lien vers le ciel. Un marqueur du soleil. Aligné avec les saisons. Un outil pour l'astronomie. La fonction liée à la foi. Mais pas tous d'accord. Les penseurs marginaux discutent plus. Ils pointent vers des angles tranchants. Ils les comparent aux outils modernes. Ils suggèrent des lasers. Ils suggèrent des machines. Ils disent que les mains humaines seules ne pouvaient pas le faire. Les extraterrestres rentrent dans l'histoire. Influence extérieure. Technologie inconnue. L'idée est controversée. La plupart des experts le rejettent. Mais il ne disparaît pas. Voici la contradiction. La pierre a l'air sculptée à la main. Pourtant certaines pièces semblent trop parfaites, trop propres, trop précis. Était-ce la compétence? Ou autre chose? Les outils de cette époque semblent basiques, mais le résultat semble avancé. Le débat se poursuit. Certains voient un génie humain, certains voient des limites humaines. Un côté fait confiance à la compétence, les autres suspects aident. Aucun des deux ne peut s'avérer pleinement. La porte se dresse toujours, cassée en deux, couchée à plat lorsqu'il est trouvé, et élevé à nouveau aujourd'hui. Silencieux mais commandant. La question persiste. Les gens locaux l'ont-ils créé seuls? Ou l'ont-ils hérité de quelqu'un d'autre? À Brittany, une pierre tombée se tenait autrefois plus grande qu'une maison. Il s'appelle le Grand Menhir. Il faisait autrefois 20 mètres de long. Il a augmenté de près de 18 mètres au-dessus du sol. Il pesait 280 tonnes. QT de hard rock, traîné à partir de 10 km de distance. Apporté sur le site, élevé pour se tenir debout. Un seul bloc. Un marqueur d'effort. Aujourd'hui, il ne se tient pas. Il est cassé, brisé en 4 pièces. La raison est inconnue. La chute s'est produite il y a longtemps, 2 à 3 siècles après sa levée. Aucun dossier n'explique pourquoi. Aucun témoin laissé par des mots. Les archéologues testent les théories. Un groupe blâme la nature. Ils pointent vers des tremblements de terre. Un tremblement aurait pu renverser la pierre. Poids plus vibration. L'effondrement suivrait. Un autre groupe blâme les humains. Destruction délibérée. Une frappe contre les symboles sacrés. Une décision d'effacer. Aucune preuve ne confirme les deux côtés. Les poses sont étranges. Les bords sont propres. Les lignes sont tranchantes. La pierre semble coupée. Mais les outils de cette époque étaient simples. Pas de scie en métal. Pas d'exercice. Pas de coupeur avancé. À quel point les fractures sont-elles si droites? La contradiction est difficile à ignorer. Le site plus large avait 19 pierres. Une ligne de monument. Marqueur de sens. Le Grand Menhir était le plus grand. Il a dominé le groupe. Sa chute a changé l'endroit. Ce qui a été ordonné une fois est devenu brisé. Le débat ne se termine pas. Certains l'appellent un effondrement naturel. D'autres l'appellent l'effacement intentionnel. Aucune des deux parties ne ferme le cas. Les preuves sont minces. Les questions demeurent. La pierre tombée se trouve toujours là. Il repose sur le sol. Silencieux et lourd. Ne monte plus. Ne pointez plus vers le haut. Mais toujours un puzzle. Et le doute reste, était sa chute naturelle? Ou était-ce un effacement intentionnel? À Aswan, le plus grand obélisque n'a jamais augmenté. Il réside toujours dans sa carrière. Demi-coupe. À moitié libre. Un monument qui a été inachevé. Sa longueur est de 42 mètres.
Son poids est 1170 tonnes. Il aurait été le plus grand du genre. Aucun autre obélisque en Égypte ne se compare. Mais ça ne s'est jamais soutenu. L'ordre est venu d'une reine, Hatshepsut. Elle a régné au XVe siècle avant J.C. Elle a construit des temples. Elle a construit des monuments. Cet obélisque était son commandement. Mais son projet a échoué. Fissures formées dans la pierre. Ils se sont répandus sur le bloc. Les travailleurs se sont arrêtés. Le projet a été abandonné. L'obélisque a été laissé en place. Toujours connecté au substratum rocheux. Toujours en attente après des siècles. Plus tard, les Romains sont venus. Ils ont essayé de couper la pierre. Ils ont essayé de le diviser pour une utilisation. Ils ont échoué. Des marques restent. Preuve de leur tentative. Preuve de leur lutte. La contradiction est tranchante. Les Romains ne pouvaient pas réussir. Mais les Égyptiens l'avaient presque fait. Cela suggère une différence. Les anciens outils peuvent avoir été plus forts. Les compétences plus anciennes peuvent avoir été plus nettes. La carrière elle-même soulève des questions. La tranchée est étroite. L'espace est serré. Comment les travailleurs pourraient-ils déplacer un tel poids? Comment pouvaient-ils l'élever? Les théories mentionnent les rampes. Les théories mentionnent les leviers. Mais l'écart est important. Aucun test n'explique entièrement. L'obélisque réside comme preuve d'ambition, de défaillance, du mystère. Il montre la limite de la pierre. Cela montre la portée de la compétence. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le sens. Certains disent que cela prouve que les Égyptiens ont essayé et échoué. D'autres disent que cela prouve qu'ils avaient perdu des méthodes. Un côté pointe vers les fissures. Un côté indique une défaillance romaine. Aucune des deux parties ne termine le débat. La pierre est toujours là, toujours dans la carrière, encore plus grand que tous les autres, silencieux, inachevé, immeuble. Et la question demeure, comment un tel géant pourrait-il être coupé dans un espace aussi étroit? Et comment aurait-il pu être déplacé? À travers les continents, le silence répète le même motif. Différentes terres, différentes cultures, différents moments. Le même mystère. Au Japon, le navire en pierre repose. Un navire sculpté mais n'a jamais navigué. 800 tonnes de granit. But incertain. À Rome, les pierres de Baalbek restent. Certains placés, certains abandonnés. Un affrontement de succès et d'échecs. En Bolivie, la porte se dresse. Petit poids. Grand en précision. Des chiffres sculptés avec des détails au-delà des outils de l'époque. En France, le menhir est brisé. Une fois plus grand que les maisons, traîné à des kilomètres de là, maintenant brisé en 4 parties. En Égypte, l'obélisque reste à moitié coupé, 42 mètres de long fissuré et laissé dans la carrière, toujours plus lourd que tout autre. Le motif est visible. Des pierres coupées plus grandes que nécessaire, blocs plus lourds que pratiques. Les projets sont restés inachevés. Les objets se sont déplacés sans méthode claire. Le transport est toujours en question. Comment ces masses ont-elles changé? Comment ont-ils été élevés? Les réponses varient. Les preuves sont minces. Les experts ne sont pas d'accord. Certains soutiennent des outils simples et du travail de masse. D'autres soutiennent des techniques avancées mais oubliées. Quelques-uns suggèrent une aide extérieure. Les divisions deviennent plus nettes. Chaque culture montre les mêmes signes. Chaque débat semble familier. Les contradictions se trouvent. Si la religion explique un site, pourquoi les autres? Si l'astronomie explique un monument, pourquoi le reste? Si le travail brut en explique, pourquoi pas tous? Aucune théorie ne s'adapte partout. La coïncidence est une option. Culture répétant les mêmes erreurs. Différents peuples atteignant les mêmes limites. Pierre trop grand, plan trop audacieux, méthode trop mince. Mais la coïncidence est faible. Les similitudes sont frappantes. Trop d'exemples. Trop d'échecs, trop de rêves inachevés. Les pierres ne donnent aucune voix. Ils ne s'expliquent pas. Ils ne confirment pas les théories. Ils restent simplement. À travers les continents, le silence les relie. La même histoire racontée en poids et en fissures. La même lutte gelée dans le roc. Et la question devient plus nette. Est une coïncidence suffisante pour expliquer les mystères partagés à travers les cultures? Certains disent que ces œuvres prouvent un génie humain.
D'autres disent qu'il prouve les limites humaines. Le débat est vieux. Il n'a pas de fin claire. D'un côté se dresse une technologie perdue. De l'autre côté, aide extraterrestre. La première vue est prudente. Il dit que les anciens étaient plus intelligents que nous ne le pensons. Ils ont développé des méthodes que nous avons oubliées. Techniques perdues avec le temps. Compétences effacées par l'histoire. Cela explique les lacunes. Pas de mystère au-delà de la portée humaine. Il suffit de manquer des connaissances. La deuxième vue est audacieuse. Il dit que l'échelle est trop grande. La précision est trop nette. Les pierres sont trop lourdes. Les outils étaient trop simples. L'aide est donc venue de l'extérieur, d'un autre monde, d'une autre intelligence. Les extraterrestres entrent dans la théorie, pas comme une histoire, mais comme explication. La communauté scientifique rejette cela. La plupart des historiens le rejettent. Ils préfèrent le travail et l'ingénierie. Ils préfèrent les essais et erreurs. Ils préfèrent la persistance humaine. Mais même ils admettent des lacunes. Le transport n'est pas clair. Le levage n'est pas clair. Les lignes de rupture sont étranges. Les angles sont exacts. Et les fissures ont arrêté des projets avant la fin. Des théories pratiques existent. Journaux et cordes. Selbe mouillée. Levier et poulie. Tout simple, tout possible. Mais aucun ne couvre chaque site. Aucun ne couvre tous les cas. Chaque méthode échoue quelque part. Chaque réponse laisse un espace pour le doute. La contradiction est claire. Si les humains seuls les ont construits, pourquoi tant de puzzles restent? Si les extraterrestres les ont construits, pourquoi aucune preuve directe n'existe? Les deux parties se disputent. Les deux parties manquent de fermeture. L'appel prudent à la patience. L'appel audacieux à l'imagination. Le prudent dit que l'effort humain suffit. L'effort humain audacieux ne suffit pas. Le fossé reste. Et donc les pierres restent au milieu. Entre le génie et la limite. Entre l'histoire et le mystère. Entre la compétence et la spéculation. Chaque bloc remet en question la certitude. Chaque théorie répond à la résistance. Aucune explication ne couvre tout. Aucune méthode n'explique tout. Et la dernière question attend. Si aucune méthode n'explique tout, ce qui reste, après chaque pierre, la même question se situe: comment? Le poids est connu, la taille est mesurée, l'emplacement est cartographié, mais la méthode est manquante. Le puzzle reste ouvert. Le Japon a son navire de pierre, Rome a ses blocs de Baalbek, la Bolivie a sa porte sculptée, la France a son menhir tombé, l'Égypte a son obélisque inachevé. Chaque site soulève le même doute. Chaque site cache le même silence. La fascination n'est pas dans les réponses. La fascination est dans les lacunes. Nous étudions, nous mesurons, nous calculons. Les lacunes restent toujours. Nos machines peuvent soulever des grues plus haut. Nos moteurs peuvent tirer des charges plus loin. Mais même aujourd'hui l'effort est génial. Même aujourd'hui la tâche est difficile. Et ces pierres se sont fixées il y a des milliers d'années. Le contraste est tranchant. Nous pensons que nous sommes avancés, nous pensons que nous savons mieux. Pourtant ces œuvres se tiennent devant nous. Preuve que les anciennes méthodes nous aspérissent encore. Preuve que l'effort passé ne peut être rejeté. L'humilité suit. Les anciens n'ont pas quitté leur manuel. Ils n'ont pas enregistré leurs pas. Ils ne laissaient que la pierre. Et la pierre n'explique pas. La pierre survit seulement. Les théories se multiplient. Religion, astronomie, calendrier, tombeau, étranger, artisanat perdu. Chaque théorie remplit le silence avec des suppositions. Aucun ne ferme le cas. Les Stones ont survécu aux arguments. Ils surmontent les experts. Ils ont survécu aux livres. Ils perdurent simplement. Et ils perdurent sans réponse. Nous pourrions ne jamais combler l'écart. Nous ne connaissons peut-être jamais chaque méthode. Nous pouvons ne jamais résoudre chaque poids. Et c'est la vraie traction. Pas ce que nous savons, mais ce que nous ne pouvons pas prouver. La question n'est pas petite. La question n'a pas disparu. Il se répète à chaque bloc. Il attend à chaque site. Il vit dans chaque silence. Après chaque pierre, la même question se situe: comment? Et encore pas de réponse en pierre. Les pierres ne parlent pas et c'est peut-être pourquoi elles perdurent.